Bienvenue sur l'allumeur de Réverbère. Ici, on se trouve à la cabane des 1000 premiers jours des Lilas, qui est un lieu de soutien à la parentalité, installé au milieu du quartier des Centres, donc qui est une cité d'habitat social, le plus gros quartier d'habitat social aux Lilas. Et donc on est dans un petit bâtiment temporaire, vraiment en plein milieu de la cité, qui est animé par les équipes de la protection maternelle et infantile. Bonjour tout le monde, je suis David Brites et c'est moi qui animerai ce 35e épisode de l'allumeur de Réverbère, le premier de l'année 2026. On poursuit notre petite série sur la thématique de la petite enfance et du bas âge, après l'épisode dédié à la Maison des Petits, un lieu d'accueil parents-enfants référé à la psychanalyse situé dans le bâtiment du 104 à Paris. Direction un département que l'on connaît bien dans ce podcast, à savoir le 93, la Seine-Saint-Denis. Aujourd'hui, nous tournons notre lanterne vers une initiative relativement récente du conseil départemental, les cabanes des 1000 premiers jours. Il s'agit d'un lieu imaginé par le service de protection maternelle et infantile de Seine-Saint-Denis, la PMI. Donc pour les gens qui ne sont pas du tout familiers de ce que sont les centres de PMI, ce sont des centres de santé publique gérés par les départements, gratuits, ouverts à toutes et tous, accueillant les parents et les enfants de moins de 6 ans. On peut y faire suivre sa grossesse, bénéficier de consultations après l'accouchement et du suivi médical de son bébé. Nous revenons en filigrane tout au long de l'épisode sur les services proposés par la PMI. Et donc la protection maternelle et infantile du 93 a expérimenté depuis quelques mois ce qu'on appelle les cabanes des 1000 premiers jours. Il en existe 2 actuellement, une à la Courneuve et l'autre au Lilas. L'objectif est d'inventer un nouveau lieu dans lequel les parents et les enfants jusqu'à l'âge de 3 ans sont accompagnés. Cette expérimentation fait suite à la publication en 2020 d'un rapport, le rapport de la commission des 1000 premiers jours, qui était composé de 18 experts de spécialités différentes, neuropsychiatres, spécialistes de l'éducation ou de l'éveil de l'enfant, sages-femmes, etc. Ce rapport comporte un grand nombre de préconisations relatives à cet âge très particulier de la vie, situé approximativement entre le 4e mois de la grossesse et les 2 ans révolus de l'enfant. Nous revenons également sur le rapport de cette commission au cours de l'épisode, mais retenons que parmi les préconisations figurait l'idée de maison des 1000 premiers jours, dont découle en quelque sorte le projet de cabane du même nom. Donc pour nous éclairer sur les cabanes des 1000 premiers jours, nous avons interviewé le 28 novembre dernier à la cabane des Lilas, inaugurée quelques semaines auparavant, dans le quartier des Centres, Antoine Claval, chef de projet 1000 premiers jours à la direction Enfance et Familles du département de la Seine-Saint-Denis, et dont vous avez entendu la voix en ouverture de cet épisode. Antoine travaille depuis 2 ans pour le service de protection maternelle et infantile, après avoir travaillé un temps déjà au département en alternance sur des questions d'espace public. Sans plus tarder, je vous laisse avec lui. Il commence par nous décrire la genèse et la philosophie des cabanes des 1000 premiers jours. Très bonne écoute! En 2020, il y a eu un rapport qui a été rédigé sous la direction d'un chercheur qui s'appelle Boris Cyrulnik et qui a été rendu au gouvernement. Donc c'est le rapport des 1000 premiers jours. Ce rapport, c'est une synthèse scientifique sur l'état de la connaissance sur la période dite des 1000 premiers jours, qui est une période qui va du 5e mois de grossesse jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Et donc 2 ans révolus du coup. 2 ans révolus et ça dépend des études, certains vont jusqu'à 3 ans. Et donc cette période des 1000 premiers jours, c'est un moment crucial du point de vue du développement de l'enfant, à la fois du point de vue de son développement physiologique, puisque c'est le moment où le développement du cerveau humain est le plus fort, mais aussi du point de vue d'être dans un environnement stable, d'avoir des interactions sociales, d'être aimé. Ce que montre la science, c'est que tout ce qui se passe dans
dans cette période des 1000 premiers jours a un impact sur le développement de maladies chroniques à l'âge adulte. Il y a beaucoup de choses qui se jouent à ce moment-là, quoi. Oui, on dit que c'est à la fois une fenêtre d'opportunité et de danger, puisque c'est pas non plus un constat fataliste de dire si on démarre pas bien dans les 1000 premiers jours, c'est foutu. Il y a des choses réversibles. Il y a des choses réversibles, mais plus on démarre bien, et mieux c'est. Et donc, dans une perspective de lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé, mettre l'accent sur les 1000 premiers jours, c'est important. Et donc ce rapport, il décline un certain nombre de recommandations. Aujourd'hui, c'est une politique nationale, la politique des 1000 premiers jours, avec plusieurs axes. Et l'un d'entre eux, c'est la création de maisons des 1000 premiers jours. Moi, ce que j'avais vu en préparant l'entretien, c'est que dans les 5 axes, effectivement, mais je pense que c'est celui qui recoupe ce que tu viens de dire, j'ai vu un axe intitulé « Améliorer la qualité des modes d'accueil du jeune enfant ». Non. T'es malade, hein? Non. Ok. Non, parce que la qualité des modes d'accueil, c'est vraiment sur les crèches, les assistantes maternelles, et nous, on est... Ah, c'est les lieux qui accueillent les enfants sans les parents. C'est D'accord. Ça. Je me permets, je lis les 4 autres axes pour qu'on ait une lecture exhaustive. Il y a mettre à disposition des parents et futurs parents des informations simples, accessibles et fiables, améliorer l'accompagnement des parents pendant toute la période, proposer un accompagnement renforcé selon les besoins des parents et les vulnérabilités, et inviter les parents à prendre du temps pour construire la relation avec leur enfant. Là, j'en déduis que c'est l'avant-dernier que j'ai cité, dans lequel ça s'inscrit. Oui, c'est ça. Dans le rapport, il y a une description qui fait une page environ de ce que pourrait être une maison des 1000 premiers jours. C'est pas du tout un cahier des charges précis, c'est même assez large. Quand on a lu le rapport au département de la Seine-Saint-Denis, on a trouvé que ça ressemblait beaucoup à un centre de PMI en Seine-Saint-Denis. Petit rappel de ce qu'est la PMI peut-être. La PMI, donc ce sont des centres de santé qui font du suivi de grossesse et suivi de santé des enfants de 0 à 6 ans. Et ça, c'est une compétence des départements. Ce qu'impose la loi, c'est d'avoir des médecins, des sages-femmes et des puéricultrices. Ensuite, les départements peuvent avoir des politiques volontaristes, ce qui est le cas en Seine-Saint-Denis, puisqu'il y a aussi des auxiliaires de puériculture, des éducatrices de jeunes enfants, des psychologues, des psychomotriciennes et des conseillères conjugales et familiales. Par ailleurs, il n'y a pas de nombre prévu par la loi de centres de PMI dans chaque département. Là encore, en Seine-Saint-Denis, il y a un nombre très développé de centres, puisqu'il y a une centaine de centres contre une soixantaine à Paris pour comparaison. Et donc quand on a lu cette proposition de créer des maisons des 1000 premiers jours, on se demandait ce que serait la plus-value de ces nouvelles structures par rapport au PMI. Et il y a des territoires qui se sont lancés assez rapidement dans la création de maisons des 1000 premiers jours, soit en créant une structure ex nihilo, soit en reprenant des services qui étaient déjà existants, comme des PMI. Mais c'est souvent des territoires dans lesquels la PMI était moins développée qu'en Seine-Saint-Denis. L'État a invité les territoires à décliner cette politique des 1000 premiers jours en indiquant qu'ils pouvaient soutenir financièrement les territoires qui avaient envie d'expérimenter quelque chose. Donc le département s'est dit qu'il allait se lancer. Comme il y avait peut-être un enjeu moins pressant que dans d'autres territoires à créer une structure pérenne d'accueil autour des 1000 premiers jours, eh bien le choix qui a été fait, c'était plutôt d'avoir une période un peu expérimentale, de se demander quelle serait la plus-value de cette nouvelle structure par rapport à ce qu'on fait déjà en PMI depuis des décennies et comment on pourrait renforcer l'accompagnement qui est proposé aux familles dans les PMI. Et donc c'est pour ça que nous on n'a pas créé de maison qui renvoie à une structure en dur, pérenne, et on s'est plutôt dit qu'on allait avoir un moment un peu de prise de recul, de test, qui est cette phase de cabane des 1000 premiers jours qu'on vit en ce moment. Alors est-ce que tu peux décrire un peu la philosophie du lieu ? Ce que les études montrent, c'est que les centres de PMI, pour un certain nombre de familles, ils sont perçus essentiellement dans leur mission de protection de l'enfance, qui est en effet une des missions de la PMI. La PMI, c'est une des portes d'entrée de la protection de l'enfance en France. Mais ce n'est pas du tout la seule mission de la PMI. Il y a d'ailleurs des professionnels dans les centres qui n'interviennent pas du tout dans le processus de protection de l'enfance. Mais donc pour un certain nombre de familles, c'est un lieu qui peut parfois apparaître comme un lieu
dangereux, pas uniquement comme un lieu de conseil, d'écoute. Qu'est-ce que tu veux dire par protection? Parce que pour moi, la PMI, ça a une connotation très santé. Il y a une autre dimension que tu dis protection? C'est vraiment placer les enfants, faire des signalements. Faire des signalements, ok. Et oui, et c'est aussi un lieu qui est perçu, comme tu le dis, à juste titre, dans ces missions très médicales, puisque à la PMI, on va faire vacciner ses enfants, on vérifie la prise de poids, dans les premiers mois de vie, un suivi médical, mais il y a aussi plein de temps de soutien, d'écoute, d'accueil, qui sont pas du tout des espaces médicalisés, mais qui sont parfois moins connus du grand public que le fait de faire peser son enfant, où beaucoup d'enfants vont à la PMI dans les premiers mois pour être pesés. Mais tous ne viennent pas aux accueils parents-enfants qui sont proposés jusqu'à 3-4 ans. Donc notre idée, la première brique, c'était de dire le lieu qui fait ce que propose le rapport des 1000 premiers jours depuis toujours, c'est la PMI. Donc on va pas forcément créer un nouveau service, mais on va mieux valoriser ce qui existe déjà dans nos centres. Il y a un lien direct entre les centres de PMI et les cabanes des 1000 premiers jours. Exactement, c'est vraiment des lieux qui ont été pensés par les équipes des centres de PMI des 2 villes dans lesquelles on s'est lancé, donc ici au Lilas où on se trouve aujourd'hui, et la Courneuve. Le centre de PMI, je sais plus où est-ce qu'il est, celui des Lilas. Ici, il est à la mairie des Lilas, donc c'est un peu moins de 10 minutes à pied. Mais c'est bien que tu poses cette question, parce que ça me permet d'expliquer un deuxième axe de notre philosophie, c'était ce qu'on appelle l'aller vers, donc un mot qui revient souvent dans les politiques publiques aujourd'hui, et c'est l'idée que c'est plus l'usager qui vient au service public, mais c'est le service public qui vient à l'usager. Les approches d'aller vers, elles sont assez massivement déployées dans les politiques de santé publique, mais elles peuvent aussi l'être dans les politiques culturelles, par exemple, comment on fait venir les gens au musée, au théâtre, etc. Quand on a une stratégie d'aller vers, le but final, ça reste toujours de raccrocher les gens au service de droit commun à la fin. Et donc là, l'idée, c'était de se dire, puisqu'il y a des gens qui ne fréquentent pas la PMI ou qui la fréquentent que sur un seul segment de son offre, on va venir en dehors de nos murs, se rapprocher des usagers, et notamment des usagers qui potentiellement ont le plus besoin du service public, en s'installant directement sur l'espace public. Et donc c'est pour ça qu'ici au Lilas, on n'est pas directement à côté de notre centre de PMI. On est dans cette cité d'habitat social où il y a des personnes qui sont peut-être un peu plus vulnérables, et donc on vient apporter ce service public en pied d'immeuble. Le troisième axe, je viens d'en parler, c'est la question de l'espace public, puisque aujourd'hui, si on regarde la manière dont sont construites nos villes, il y a déjà peu d'espaces qui sont adaptés pour les enfants, et même si aujourd'hui, il commence à y avoir des approches de ville à hauteur d'enfants, quand on parle de ville à hauteur d'enfants, c'est des enfants scolarisés, c'est des enfants qui marchent. Et donc la question, c'est où est-ce qu'on va avec un bébé, un petit bébé, où est-ce qu'on va dans des lieux à l'intérieur, il y en a déjà pas toujours énormément, mais où est-ce qu'on va dans l'espace public, c'est une question qui me semble encore plus complexe, et on a peu de réponses en France. Quand on dit qu'il faut remettre les jeunes enfants dans l'espace public, ça nécessite de remettre les gens qui les accompagnent, qui sont quasiment exclusivement des femmes. Et donc ça veut dire penser aussi des espaces publics qui soient adaptés au fait d'allaiter, de changer un enfant, d'avoir un trottoir où on peut circuler avec une poussette. Voilà, ça permet de tirer tout un fil sur l'aménagement de nos villes. Notre idée, c'était aussi de se dire, on va essayer de recréer modestement, mais devant nos centres de PMI, des petits bouts de ville qui sont dédiés aux bébés, qui sont identifiés comme tels, et où c'est un espace qui est sécurisé, qui est accueillant, et où les gens vont se sentir les bienvenus. Voilà, il y a le fait de faire connaître la PMI, il y a l'axe autour de l'aller vers. Le troisième axe, c'est cette question de l'espace public. Et puis le dernier axe, c'est la question du collectif. Ça, les études scientifiques le montrent aussi. L'arrivée d'un enfant, c'est un facteur d'isolement pour les parents, et au premier rang pour les mères. D'autant plus qu'en Seine-Saint-Denis, plus que dans les départements voisins, il y a un taux plus élevé de familles monoparentales. La plupart de ces familles monoparentales, ce sont des femmes. Au-delà même des personnes qui peuvent être dans des situations de précarité économique,
l'arrivée d'un enfant, c'est un facteur d'isolement pour les parents et pour les mères. Et c'est un des axes du rapport des 1000 premiers jours sur l'accompagnement des parents et le fait de remettre les parents au cœur de la prise en charge de manière assez naturelle et spontanée. On a souvent tendance à prendre en compte la santé de l'enfant, du petit bébé, et parfois un peu au détriment de la santé des parents. Or, si on veut que l'enfant aille bien, il faut absolument soutenir les parents. Recréer des espaces de sociabilité où les parents ils peuvent nouer des liens avec d'autres parents, poser leurs questions, partager leurs inquiétudes, leurs angoisses, et bien ça vraiment participe à soutenir les familles. Et l'idée de créer un collectif de parents, ça permet de se dire quand la PMI elle est fermée, quand la cabane des 1000 premiers jours elle est fermée, qu'est-ce qui reste et comment les parents ils peuvent se soutenir même quand les professionnels de la petite enfance sont pas là. Et donc ça c'est aussi une approche en santé publique qu'on dit de santé communautaire. C'est l'idée de faire de la santé en s'appuyant sur un groupe de personnes qui partagent des caractéristiques communes. Donc c'est de la santé par les pairs, PAIRS. Et donc ça c'est en santé publique une approche assez classique et qui fonctionne d'impliquer les gens et de un peu venir gommer la relation sachant-patient, mais de dire que dans les gens qui sont concernés par une problématique de santé, il y a plein d'expertises et qu'il faut réussir à les mettre en réseau. Donc c'est aussi ça qu'on voulait créer, un lieu où on fait de la transmission de connaissances, où les professionnels, les personnes sachantes, elles peuvent rendre accessible l'information, mais où aussi peut circuler l'information entre les parents, les personnes directement concernées par ces problématiques. On est sur un très petit bâtiment de moins de 20 mètres carrés. C'est vraiment une cabane, dans l'imaginaire de ce que peut être une cabane. Donc, on est dans un lieu en bois. Il fait assez chaud aujourd'hui, on a mis le chauffage. Et il y a aussi une grande terrasse avec une rampe pour les personnes à mobilité réduite et les poussettes. Et puis un escalier qui donne sur une pelouse sur laquelle on s'installe quand il fait beau, mais aussi quand il fait pas beau, puisqu'on essaye de travailler sur le fait de pouvoir mettre les enfants dehors toute l'année, de travailler sur le lien à la nature, de faire de cette pelouse, de cet espace vert, un espace d'exploration et de découverte pour les jeunes enfants. À l'intérieur de la cabane, il y a peu de mobilier, mais il y a des assises pour les parents, les enfants, et puis comme il y a dans les centres de PMI, des grands tapis pour qu'on puisse s'installer au sol avec les bébés. La cabane au Lilas a été inaugurée en octobre 2025. La cabane à la Courneuve a été inaugurée en juillet 2025. Avant qu'on ait ces bâtiments, on a démarré sur une approche plus légère, puisqu'à l'été 2024, on avait fabriqué avec des architectes du mobilier. Donc ce sont 4 chariots qu'on continue d'utiliser aujourd'hui, qui permettaient de s'installer sur l'espace public de manière très légère. C'était des installations à la demi-journée. Et donc dans ces chariots, il y avait des tapis de motricité, des tables, des chaises, des parasols. Mais aussi on a installé dans ces chariots une table allongée, un évier, pour permettre de vraiment s'installer avec des familles sur l'espace public de manière ponctuelle et de mener des ateliers de prévention de rue en fait. Et donc la programmation qui aujourd'hui prend place dans la cabane et autour en extérieur, elle a débuté un an plus tôt sur ce format léger où on n'était pas installé de manière pérenne dans l'espace public. Le cœur du projet, il se situe dans sa dimension de rapport avec l'extérieur, du dedans-dehors, puisque ce qu'on vient interroger, je ne sais pas si ça s'entend en filigrane dans ce que je dis, c'est aussi les effets de seuil, de comment on rentre dans un service public, comment on s'y sent invité, et on sait très bien qu'à chaque fois qu'on remet une porte, qu'on remet un mur, et bien pour des gens, ça devient, pas pour tous, mais pour certaines personnes, ça devient plus dur d'y rentrer. Et donc là, on essaie de travailler justement sur des bâtiments, des structures qui soient très ouvertes et où on se sent autorisé à rentrer.
Tu peux expliquer le choix des deux communes? C'est un projet mené par le département, mais qui se construit aussi en partenariat avec les villes, puisque l'idée c'est que ça s'insère dans une offre petite enfance plus large, dont le département n'est pas le seul acteur. Et donc les Lilas, parce que c'est une ville qui est historiquement plutôt progressiste en matière de périnatalité. On enregistre ce podcast aujourd'hui 1 mois après la fermeture de la maternité des Lilas. On se disait que pour expérimenter un peu cette nouvelle manière de faire de la PMI, c'était intéressant de venir au Lilas. Et puis La Courneuve, c'est l'une des villes les plus pauvres du 93, donc de fait de France. Et on s'est installé dans le quartier des 4000, qui est un quartier historique d'habitat social, qui est marqué par aussi l'idée que ce sera un quartier en difficulté. C'est dans la tête, je pense, de beaucoup de gens, même en dehors d'Île-de-France, c'est un quartier qui est très marqué et qui est typique de l'idée qu'on se fait d'une cité. Là-bas, il n'y a pas de centre de PMI non plus? Si, il y a un centre de PMI, vraiment au milieu de la cité. C'est plutôt un quartier qui a connu une fermeture massive de certains services publics et qui connaît aussi des transformations. Ça fait 15 ans que le quartier est en rénovation urbaine. Il y a l'arrivée d'une gare du Grand Paris, donc c'était plutôt un moment de mutation pour le quartier, avec la dernière grande barre qui va tomber normalement en 2026. Dans le cadre des programmes de renouvellement urbain? C'est ça. Donc ça nous semblait intéressant d'aller tester ce dispositif dans ce quartier-là. Ce qui nous semblait aussi intéressant, c'est que les Lilas et La Courneuve sont des villes avec des sociologies relativement différentes. Les Lilas, c'est une ville proche de Paris, avec quand même des catégories socio-professionnelles supérieures qui sont beaucoup plus nombreuses qu'à La Courneuve, qui est une ville où il y a un certain nombre de personnes en grande précarité. On se disait que c'était intéressant de tester ce modèle dans deux villes avec des caractéristiques relativement différentes, que ce serait aussi apprenant pour le département, en se disant que dans des villes différentes, avec des typologies de familles différentes, les besoins seraient sûrement différents. Et que ça nous permettrait aussi de tester deux offres qui ne sont pas calibrées de la même manière. Peut-être juste pour expliquer un peu où est-ce qu'on se situe dans le quartier, on est littéralement entre les tours du quartier des Centres. Et d'ailleurs, si je me trompe pas, en termes d'autorisation d'urbanisme pour faire la cabane, ça a rendu la procédure un peu laborieuse. Oui, tout à fait. Il y a eu les mêmes problématiques à La Courneuve ou... Non, à La Courneuve, c'était plus simple, aussi parce que la cabane, dans sa forme, est un peu différente. C'est un conteneur aménagé. On n'avait pas besoin de faire un permis de construire, qui était le cas au Lilas. D'accord. Par ailleurs, en effet, on est dans un périmètre d'immeubles de grande hauteur, donc pour les gens qui ne seraient pas familiers de l'urbanisme réglementaire, ça rajoute des contraintes. On est aussi dans un espace de moins de 500 mètres autour d'un bâtiment classé qui est le théâtre du garde-chasse au Lilas, et donc qui fait intervenir les architectes des bâtiments de France. Donc même si cette parcelle, d'un point de vue fonctionnel, je pense qu'elle était hyper pertinente pour qu'on s'y installe. Il y a une école maternelle juste derrière nous, il y a une crèche et un multi-accueil juste à côté, et il y a le square où jouent les enfants un peu plus grands juste derrière nous. C'est une parcelle qui avait des caractéristiques très intéressantes pour qu'on s'y implante, mais sur le plan technique, en effet, ça n'a pas été hyper facile de le faire, avec un montage administratif aussi propre à notre millefeuille territorial, à une parcelle dont le département n'est pas propriétaire, une ville qui donne les autorisations, mais une négociation à avoir avec le bailleur qui appartient à la parcelle. Le foncier appartient à Seine-Saint-Denis Habitat? Oui, c'est ça. Ouais. Les concessionnaires d'électricité et d'eau, puisqu'il y a de l'électricité, il y a des toilettes dans la cabane qui rajoutent un niveau de technicité. Ouais, c'est pas juste ramener 4 planches en bois et une tôle, quoi. Là où à La Courneuve, ça ressemble plus à ça, puisque c'est un espace qui était un parking que la ville souhaitait aussi un peu revaloriser, lui donner un usage peut-être plus collectif. Ok. Il a fallu enlever les voitures, clôturer cet espace, mais ensuite la pose du conteneur était relativement simple. En une journée, c'était fait. Mais le scotch, ça tient pas très longtemps et ça peut permettre de faire vraiment un objet très improvisé hyper vite. Ouais, toi aussi t'as fait un monstre, trop bien! Viens voir, Elle a des petites poupées. Mais sans écraser les autres petits bébés quand même. C'est déjà... ouais.
Petite pause, ici on est à la cabane des Lilas le 16 janvier dernier, le matin. On entend une activité sensorielle, c'est un petit spectacle intitulé « Du babillage à l'histoire » réalisé par la compagnie de théâtre Jets qui est basée à Romainville dans la salle de l'annexe. C'est moi pour les fabriquer les ponts, vraiment je vous conseille chaussettes, balles, scotch, tout ce qui peut être collier à ours, petits dessins, etc. Vous pouvez vraiment les mettre ensemble et comme ça marche hyper bien à l'orage. Vraiment. C'est moins adapté aux tout petits, évidemment cette histoire. C'est pour ça que je l'ai faite pour que vous ayez un petit peu les deux. C'est sorti. C'est pour fabriquer avec les tout petits, c'est plus compliqué. Mais Quoi ? C'est pas facile. Il est élégant, en taille. Il est élégant. Ah, élégant, merci. Bouclet gris. Il pose la par terre. Ici, c'est un lieu qui est destiné aux jeunes parents, aux futurs parents et aux enfants de 0 à 3 ans. Pour le moment, on est ouvert 2 jours par semaine au Lilas, les lundis et vendredis, le matin et l'après-midi, et 2 jours par semaine à la Courneuve, les mardi et mercredi, matin et après-midi. Okay. Il y a un programme qui est propre à chaque cabane, avec 1 ou 2 activités par demi-journée, des choses portées par les équipes de PMI, soit sur des choses qui peuvent être vraiment liées à plutôt des enjeux un peu médicaux. Par exemple, cet après-midi, l'équipe de la PMI fait une permanence autour des questions d'alimentation, donc elle est dans la cabane et elle répond aux parents qui ont des questions sur l'allaitement, sur la diversification alimentaire et sur tous les enjeux de nutrition. Donc ça, c'est vraiment plutôt quelque chose d'un peu médical. Mais l'équipe de la PMI a aussi mis en place un atelier qui s'appelle Parents bébés enchantés autour du chant. Donc comment on chante à son bébé et pour travailler les questions d'interculturalité, puisqu'elles ont appris plein de chansons dans plein de langues différentes et elles font chanter les parents dans leur langue maternelle. On est aussi dans un moment où il commence à y avoir une communauté de parents et ça c'est toujours quelque chose qu'on avait laissé ouvert. Si ça fonctionne bien et que des parents prennent possession de l'espace, ils puissent aussi proposer des activités, les animer. Et là typiquement, c'était pas quelque chose qu'on avait anticipé, mais il se trouve qu'il y a un certain nombre de familles hispanophones qui fréquentent la cabane au Lilas. Et donc on a travaillé ce petit moment autour de la langue espagnole. Donc les parents ont ramené des livres en espagnol, ont ramené des comptines en espagnol et puis on fait de la nourriture pour un peu partager autour de comment on accueille les bébés dans les pays hispanophones. Et donc ça c'était vraiment très très chouette et c'est une proposition spontanée qui a aussi émergé des parents. Tu sais si globalement c'est plutôt des Lilasiens qui viennent ou il y a aussi quelques personnes d'autres communes ? Alors, il n'y a pas du tout que des Lilasiens, il y a même beaucoup de Romainvillois et Romainvilloises, puisqu'ici, au centre, on est vraiment à la frontière avec Romainville. C'était aussi ça qui nous avait semblé intéressant de s'installer à la croisée de plusieurs villes. Et il y a un certain nombre de mamans de Romainville qui sont aussi auto-organisées et qui se partagent les bons plans. Et donc ça, le bouche à oreille fonctionne bien. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de mamans de Romainville qui ont entendu parler de la cabane. Vu qu'on est sur la programmation, ouais. Est-ce que tu peux citer quelques autres activités qui sont faites juste pour se faire une idée ? Donc voilà, ça c'est ce qui est porté par la PMI, on a parlé de ce qui est porté, qui commence à l'être par les parents. Et puis notre idée c'était de se dire aussi, la PMI elle soutient les familles à un endroit, mais qu'il y a plein d'autres acteurs qui soutiennent d'une autre manière les parents. Et notamment des gens qui sont pas des professionnels de santé ou de la petite enfance. Par exemple, on sait très bien que lire un livre à un enfant, ça participe au fait qu'il soit en bonne santé, pour autant une médiathécaire c'est pas une professionnelle de santé. Et donc on se disait qu'il fallait travailler une programmation qui était aussi portée par des associations du territoire, par des artistes, par des gens qui travaillaient avec du public jeune enfant, mais qui n'étaient pas experts de ces questions de santé du jeune enfant ou santé de la femme enceinte. Et c'est pour ça que dans notre programmation, il y a aussi des ateliers de ludothèque,
Au Lila, il y a des ateliers autour du massage bébé et de la relaxation, de la sophrologie pour les parents. Il y a des cafés des parents. Il y a eu pendant un moment de la danse pendant la grossesse pour les femmes enceintes. Et puis, on a lancé un appel à projet qui nous permet de recruter d'autres structures qui ne sont pas forcément des gens qu'on avait déjà identifiés, mais qui ont envie de travailler sur ces enjeux de soutien à la parentalité. Mais dans le cadre d'événements ou dans la programmation? Pour une programmation sur l'année, oui. Ok. Là, on a attribué les nouvelles subventions pour l'année 2026. Et donc, par exemple, au Lila, on a le terrain d'aventure de la petite plage à Bagnolet, donc qui est un lieu un peu d'exploration pour les enfants qui va venir faire des propositions. On a une chanteuse lyrique qui travaille autour du moment de la grossesse, qui va intervenir dans les différentes cabanes aussi. On a des activités plutôt autour du livre, donc ça, il y a plusieurs structures qui ont répondu là-dessus, sur des contes, sur la mise en musique de littérature jeunesse. Il y a plusieurs propositions plutôt artistiques, spectacles jeunes publics, et donc ça, c'est des choses qui vont venir agrémenter la programmation de la cabane, certaines choses qui sont récurrentes et d'autres qui sont plus ponctuelles. Il y a aussi des demi-journées où il n'y a pas de programmation. Presque pas. Presque pas, Ouais. Ok. À la Courneuve comme ici. Ouais, moi j'aimerais bien qu'on y arrive, mais du coup il faut aussi qu'il y ait un certain nombre de parents fidèles et juste qu'ils se donnent rendez-vous, et donc on commence à y arriver, ou se dire il n'y a pas toujours besoin d'une programmation, parce que des fois ce que veulent les gens c'est juste se retrouver. Ah, mais donc la programmation pour l'instant c'est aussi un levier pour attirer des gens, c'est ça? Oui, vraiment. Il y a des gens qui viennent chercher une offre spécifique, mais notre position, mais ça je pense qu'il faut être patient, dans cette idée de communauté de parents, c'est de dire à terme, si ça prend bien, il va y avoir des propositions, il va y avoir des envies d'utiliser cet espace qui vont dépasser le cadre de notre programmation, et nous on y est très favorable à dire si les parents ils ont envie de se donner rendez-vous parce que l'espace il est aménagé, comment on accompagne ça. Donc ça pose des questions plutôt d'ordre juridique pour le département, de mise à disposition de l'espace, de prêt de matériel, d'assurance. Mais c'est une réflexion qu'on conduit, de se dire si le dispositif fonctionne bien, c'est ce vers quoi on tend, ce qu'on pourrait dire d'empouvoirment des parents, il y a un groupe de parents qui juste là exprime un besoin de collectif, comment on l'accompagne. Il y a des activités qui sont plus passives, mais en fait, même des fois dans des activités où il y a une proposition, ce que viennent beaucoup chercher les parents, c'est le fait de pouvoir parler à d'autres parents. Des fois, nous, on pense des choses, on se dit « Ah ok, on a un super atelier, il y a un déroulé, il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin », et pas du tout en fait. Les parents, ils s'en saisissent différemment. Par exemple, dans l'atelier de ludothèque, qui est un atelier autour du jeu, c'est un moment où il y a énormément de discussions entre les parents, et parfois qui sont totalement décorrélés des jeux que les enfants sont en train de faire. Il y a une maman qui va dire « Ah, je suis un peu fatiguée, en ce moment j'essaie d'arrêter l'allaitement mais j'y arrive pas », et puis il va y avoir 1 heure de discussion et de conseils entre mamans à dire « Ah moi aussi j'ai galéré, j'ai fait comme ça, moi aussi j'essaie d'arrêter en ce moment, est-ce que t'as essayé ça ?» Et du coup je trouve que c'est ça qui est très riche et qui est très instructif pour nous. Des fois on pense des dispositifs de soutien à la parentalité, et puis c'est pas celui dont les parents ont besoin, et c'est pour ça qu'on n'a pas de programmation qui est figée, et d'un mois sur l'autre on peut réajuster, changer les ateliers, et il n'y a pas de tabou. Il y a des ateliers qui n'ont pas fonctionné, on les a arrêtés ou on les a repensés, et ça je trouve que c'est très intéressant d'être dans aussi un moment d'expérimentation, et c'est un peu un luxe je trouve dans les politiques publiques d'avoir le droit à l'erreur. Je trouve que quand on fait de la santé publique, il faut toujours être très humble, puisque les besoins des gens, ils changent, ils évoluent, la société évolue, donc forcément la manière d'accompagner les gens, elle doit évoluer. Et là, on est typiquement là-dedans, de pouvoir au quotidien s'interroger, dire « Ah là on avait pensé ça n'a pas marché », et pas se dire « les parents ils ont pas compris », mais plutôt se dire « Pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'on a mal fait ?» Ici, ce lieu, vous le qualifiez de lieu d'accueil enfants-parents ? Non, parce que les lieux d'accueil enfants-parents, c'est un espace qui fait l'objet de conditions assez précises définies par la CAF. Dans les centres de PMI, il y a des moments, donc 1 fois par semaine, par exemple au Lila, il y a un accueil enfants-parents, une sorte de charte de voilà ce qui se passe dans un accueil enfants-parents. Donc on pourrait pas dire qu'ici on fait de l'accueil enfants-parents,
même si à certains égards ça y ressemble, mais notamment sur la question des accueillants, c'est des choses entièrement anonymes, donc ici c'est pas le cas. Quand tu vas à un accueil enfant-parent, en théorie, tu sais pas qui sont les accueillants. Ils se présentent pas sous leur casquette professionnelle, mais ils sont juste accueillants. Ouais, je vois ce que ici, les gens ils disent aussi je suis auxiliaire à la PMI, je suis intervenante. On n'a pas ce truc où tout le monde est accueillant au même titre, comme au 104 où là ce sont des accueillants, ils ont parfois des casquettes différentes, mais sur leur temps de présence, ils ont tous la même posture. Une de tes questions à laquelle j'ai pas répondu, c'est qui peut venir et comment on vient. Voilà, peut-être rappeler aussi que c'est gratuit. Tout est gratuit, comme à la PMI c'est entièrement gratuit. Donc ici tout est gratuit, sans inscription. Donc il n'y a pas du tout d'obligation pour les parents de prévoir de venir. On essaye d'avoir un dispositif qui est le plus flexible possible parce que évidemment quand on a des bébés, on décide pas des horaires, on décide pas quand arrive la sieste et quand elle se termine. Il n'y a pas d'obligation de venir du début à la fin de l'atelier. Des fois il y a des parents qui arrivent un quart d'heure avant la fin parce qu'ils n'ont pas réussi à venir avant et c'est ok. Et puis on a testé là une fois en octobre et ça a très bien marché, on a fait un samedi. Évidemment on aimerait bien pouvoir toucher les parents le week-end, d'autres parents qui sont pas disponibles en semaine ou en journée. Quand on a ouvert un samedi au mois d'octobre, il y avait énormément de parents, dont un certain nombre de parents qu'on n'avait jamais vus et qui nous disaient qu'ils savaient que ça existait mais qui pouvaient pas venir les autres jours. Un public plus large. C'est ça. De façon très concrète, quelqu'un qui se ramène avec des enfants dont un des deux a plus de 3 ans. Alors ça dépend vraiment des activités. À la Courneuve, on a énormément de fratries, plus qu'au Lila. Donc le dispositif, il est aussi prévu pour que la plupart des activités puissent être adaptées avec des plus grands enfants. Puisque tout simplement, il y a des familles qui, si elles ne peuvent pas venir avec les plus grands, ne viennent pas. Puisqu'elles n'ont pas d'autre solution que de venir avec. Donc c'est une question qui s'est souvent posée à la Courneuve. Et donc quand on est en espace vraiment extérieur, on essaye d'aménager l'espace de manière un peu séparée. On a aussi des cages de foot, un panier de basket, voilà, du matériel pour les enfants un peu plus grands. Ici, tu le disais, il y a le square qui est vraiment à 30 mètres. Quoi. Enfin... Mais c'est vrai que ça pose toujours des questions de partage de l'espace entre des grands enfants qui courent, qui sautent, et des tout petits bébés qui parfois ont 4 mois avec des parents qui sont un peu stressés de tout ce qui se passe autour. On peut pas le faire sur tous les ateliers, mais tous les ateliers où c'est gérable, on dit aux parents qu'ils peuvent venir avec les plus grands. Des puéricultrices, des auxiliaires de puériculture et des éducatrices de jeunes enfants. C'est les 3 corps de métier qui sont le plus mobilisés sur les actions à la cabane. Il y a toute une partie des jouets qui sont des jouets du centre de PMI qu'on a installé ici. Ce matin par exemple il y avait un atelier lecture et donc ça on lit aussi les livres qui font partie du fonds documentaire des centres de PMI. Et puis après on essaye d'avoir une démarche au plus possible autour du réemploi et un peu de l'élimination du plastique dans ces espaces où on accueille des jeunes enfants. Et donc on a aussi construit des petits jouets, par exemple ça c'est un truc qu'on retrouve aussi à la Cité des Bébés à la Villette, on fait des balles en chaussettes, donc voilà on recycle des chaussettes qu'on transforme en balles. Et la PMI travaille sur faire comprendre aux parents que on veut souvent des jouets pédagogiques où, voilà, mais en fait il y a plein de jouets qui ont pas vraiment de vertu pédagogique plus que ça alors qu'ils sont vendus comme tels. Et donc les équipes elles travaillent sur mettre à disposition des choses qui sont pas des jouets mais qui sont bien plus intéressants en termes d'exploration. Et ça c'est aussi un travail qu'on conduit avec le ludothécaire, de pas avoir que des figurines où bah voilà on sait que ça s'utilise de telle manière, mais plus des jeux symboliques, donc des morceaux de bambou, des pommes de pin, des objets où c'est les enfants qui choisissent ce style d'enfant et c'est pas les adultes qui ont donné un usage. Quand tu parlais de la période avant l'inauguration de la cabane, tu évoquais des chariots qui ont été pensés par des architectes. Il y a eu des ateliers de concertation avec les 2 centres de PMI, Aulier et La Courneuve, justement pour qu'ils puissent calibrer ça. Dès qu'on travaille avec des jeunes enfants, il y a quand même un certain nombre de normes de sécurité à respecter.
Et puis des trucs bêtes, mais de s'assurer qu'il n'y ait pas de pince-doigts, pas de trucs dangereux à hauteur d'enfant, la taille des objets. Et donc les professionnels de la PMI sont vraiment les personnes expertes sur le sujet. Et du coup, elles ont pu indiquer aux architectes ce qu'il fallait respecter et les choses qui leur semblaient dangereuses, pas adaptées. Et c'est comme ça qu'on a une proposition qui fonctionne. Est-ce que ça peut arriver, même si le dispositif il est encore relativement jeune, que des familles viennent ici et que vous identifiez, soit parce qu'elles l'expriment, soit parce que toi et les personnes qui animent s'en aperçoivent, vous pouvez identifier des problèmes qui fait que vous allez reconduire les familles ou leur suggérer telle ou telle structure, la PMI ou d'autres structures, ça peut arriver ça? Oui, ça arrive et c'est vraiment le but que ça arrive. C'est pour ça que quand il y a parfois un peu des doubles ateliers où on construit aussi de temps en temps des propositions, on va dire, qui sont un peu plus fun, qui ne sont pas peut-être engageantes ou en tout cas qui ne sont pas littérales. Si je dis atelier sur la dépression du postpartum, bon, il y a peut-être une ou deux personnes qui se sentent très concernées qui vont venir, mais les autres personnes vont se dire pas du tout, c'est pas pour moi. Il faut une autre porte d'entrée, quoi. Ça marche pas de dire ça. Mais si dans le cadre d'un atelier de ludothèque, il y a une auxiliaire de puériculture qui est présente, qui va discuter avec les familles, et ça arrive, et elle peut repérer des mamans qui sont dans des situations vraiment d'isolement, de fragilité et d'épuisement. Et ça, dans ce cas-là, ce qu'elles font systématiquement, c'est de dire vous pouvez venir nous voir à la PMI, on peut reprendre un rendez-vous pour la semaine prochaine. Et ça arrive qu'elles disent d'accord, même de dire vous savez, à la PMI, il y a des psychologues qui peuvent vous recevoir. Et quand ça se passe, c'est là où on réussit notre job aussi, puisque je le disais au début, un des objectifs c'est de mieux valoriser ce qui existe à la PMI. Et donc il y a en effet des parents qui fréquentaient pas forcément la PMI, qui pensaient que c'était pas pour eux, que c'était pas adapté, et qui ont rencontré les professionnels de la PMI dans le cadre de la cabane, et qui sont ensuite allés continuer leur suivi dans le centre de PMI des Lilas ou de la Courneuve. On a aussi un groupe WhatsApp maintenant où on partage le programme du mois et on envoie des messages pour rappeler quelles sont les activités, et les parents peuvent rajouter eux-mêmes d'autres parents sur le groupe. Et puis là, on a des actions plus spécifiques à destination des publics plus précarisés, notamment des publics qui vivent en hôtel social. Et donc là, un lien avec le CCAS des Lilas. Il y en a ici au Lilas, des hôtels sociaux. 4 hôtels sociaux, dont un qui est vraiment à 200 mètres. Et donc maintenant on fait de l'affichage dans les hôtels sociaux, on fait de la communication aux permanences d'aide alimentaire pour aussi toucher ce public-là, qui est une des cibles du dispositif, qui n'est pas du tout la cible la plus simple à toucher, puisque c'est aussi des gens qui ont d'autres priorités que parfois aller à des activités pour leurs enfants, puis ils sont pas toujours sûrs de ce qu'ils vont manger le soir même. Voilà, c'est quand même un public qu'on essaie de toucher, et là on va proposer en 2026 des pédibus au départ des hôtels sociaux vers les activités de la cabane pour voilà, vraiment accompagner ces publics-là à se saisir de l'offre. Avec le quartier plus directement, il y a du boitage, affichage dans les halls d'immeubles, et après ça passe aussi beaucoup par quand les gens avec des poussettes, on les arrête, on leur dit il y a ça qui existe, et on leur donne le programme, on les ajoute sur le groupe WhatsApp. Et donc là, on est dans de l'aller vers plus, c'est vraiment si je te croise dans la rue, je te préviens qu'il y a ça. Mais là, on a fait l'acquisition d'un vélo cargo qui est beau, quoi, où il y a le logo du département, de la cabane, etc. Où le but de ça, c'est aussi de pouvoir faire à la fois de la prévention de rue de manière très légère, où on arrive, on se déploie et on fait ça, mais aussi de l'information, de la communication. Par exemple, à la Courneuve, ce qu'on fait, c'est des sorties d'école maternelle où on se pose et on dit aux gens il y a ça. Donc en vérité, le succès du dispositif, et notamment la Courneuve, il repose beaucoup sur ce type d'action. Juste c'est des actions qui sont très chronophages, donc on ne peut pas le faire tout le temps. Il y a des autres territoires qui ont fait le choix de bus. Je crois qu'il y a quelques territoires où il y a des bus dès 1000 premiers jours, qui est en vérité un dispositif assez courant de stratégie d'aller vers, notamment dans le périurbain ou le rural, comme il y a des bus de France Service ou ce genre de choses. Mais
À ma connaissance, personne n'a fait ce choix d'avoir des dispositifs vraiment en espace public tel qu'on le fait. Mais en même temps, la Seine-Saint-Denis est un territoire avec des caractéristiques assez particulières qui poussent aussi à inventer des dispositifs un peu différents. Et aujourd'hui, il y a un groupe de travail animé par le ministère des Solidarités autour de cette politique des 1000 premiers jours et des maisons des 1000 premiers jours, dans lequel le département siège et défend son modèle qui, je pense, intéresse pas mal de gens. On reçoit assez souvent des sollicitations justement pour expliquer pourquoi on a fait cette démarche-là, ce qui intéresse souvent les gens, et j'espère l'avoir fait entendre là dans l'entretien, c'est que nous, on n'a pas un modèle unique. On a eu d'abord les chariots. À la Courneuve, on a cette version conteneur qui est plutôt un lieu de stockage qu'on déploie, et au Lilas, on a un produit un peu plus fini où il y a vraiment une cabane avec une terrasse. Et on va déployer ce vélo cargo. Du coup, c'est un peu ça la spécificité du projet 1000 jours en Seine-Saint-Denis, c'est de pas se dire qu'on a un programme type qu'on va déployer, mais plutôt on va voir selon les besoins comment on avance. Et il y a d'autres communes en Seine-Saint-Denis où vous prévoyez d'ouvrir des cabanes des 1000 premiers jours? 3 en 2026, une à Clichy-sous-Bois, dans le quartier du Chêne Pointu. Donc là, c'est un peu particulier. Pour le coup, c'est un service qui existait déjà, qu'on va renforcer avec le recrutement d'une puéricultrice en plus, en augmentant la dimension aller vert, avec plus de présence dans l'espace public, voilà, pour en faire une cabane des 1000 premiers jours. Donc là, on est plutôt sur l'est du département, c'est encore un autre profil de commune, quoi. Ouais. Mais Clichy-sous-Bois, c'est vraiment, on est au milieu du quartier du Chêne Pointu, extrêmement précaire, avec des familles en très très grande vulnérabilité. Et donc là, on est sur l'accompagnement de proximité avec des problématiques multiples, et notamment liées au logement, puisque c'est une copropriété dégradée avec beaucoup de mal logement, de marchands de sommeil, de prostitution dans les caves. C'est un accompagnement vraiment resserré des familles. À Tremblay en France, aussi une cabane en 2026. On va dire qu'on arrive sur le temps 2 de la démarche, puisqu'on va avoir un local en dur, cette fois-ci, qui est en travaux. Il est plus grand que ce lieu ici? Ah oui, s'il fait 120 mètres carrés. Ah oui, donc c'est vraiment pas une cabane, même. Non. Ce qui nous a intéressé, c'est que c'est un ancien rez-de-chaussée commercial, tout vitré, sur un espace piéton. Or, pour les gens qui fréquentent les PMI, c'est pas trop à ça que ressemblent les PMI. Comme plein de services de la petite enfance, c'est des lieux qui sont historiquement tournés vers l'intérieur et qui peuvent parfois avoir un côté un peu bunker. Et là, on va justement avoir un local entièrement vitré, où on va pouvoir continuer à travailler ce truc dedans-dehors, comment je pénètre, comment je vois ce qui se passe dedans, sans forcément avoir à rentrer dans la structure. Et on travaille avec les architectes qui nous ont accompagnés sur les chariots pour créer du mobilier qui pourrait être sorti sur l'espace public. Donc de quand même poursuivre ce travail-là qu'on a engagé. Donc tu as mentionné Clichy, Tremblay. Estin. En 2026, il va y avoir un centre d'hébergement d'urgence qui va être installé dans le quartier du Clos Saint-Lazare. Un centre d'hébergement d'urgence qui est essentiellement destiné à des femmes avec des enfants de moins de 3 ans. Et donc avec l'arrivée d'un certain nombre de familles, dont une partie va être suivie à la PMI. Et donc ça, c'est du public qui nous semblait prioritaire pour déployer ce type d'action de soutien à la parentalité. On est en phase de travail avec les équipes des centres de PMI sur la commune pour réfléchir à des interventions 1000 premiers jours, avec la logique qu'on déploie dans les 4 centres là, sur vraiment de l'aller vers, du collectif, et donc comment on va aussi permettre à ce public là qui vit dans des conditions parfois pas évidentes de bénéficier d'une offre de PMI. Nous arrivons au terme de cet épisode. Merci à Antoine pour le temps qu'il nous a consacré et pour ses éclairages. Si vous avez de jeunes enfants ou que vous en attendez un, n'hésitez pas à vous renseigner pour identifier autour de vous s'il existe une maison ou une cabane des 1000 premiers jours, ou à vous rendre tout simplement en centre de PMI pour connaître les services proposés ou vous informer si vous le souhaitez. Dans le 93, vous l'avez compris, à l'image des centres de PMI avec lesquels ils sont intrinsèquement liés, les projets de cabane des 1000 premiers jours portent à la fois une ambition de santé publique et un objectif de réduction des inégalités sociales. Il y aura donc au terme de l'année 2026 pas moins de 5 cabanes des 1000 premiers jours, au Lilas, à la Courneuve, à Tremblay en France, à Clichy-sous-Bois et à Stains. Concernant les cabanes de la Courneuve et des Lilas,
L'installation est prévue au moins jusqu'à la fin de l'année 2026 et la direction Enfance et Famille attend encore de se voir confirmer les financements pour la prolongation du projet. À suivre donc. Vous l'avez vu, l'épisode a permis, tout comme le précédent sur la Maison des Petits au 104 à Paris, de brasser large en abordant divers thèmes relatifs au bas âge, à cette période très particulière de la vie, située entre la grossesse et les 3-4 ans de l'enfant. Forcément, nous n'avons pas pu être exhaustifs sur le sujet et on ne s'interdira pas de le retraiter directement ou par le biais d'autres sujets connexes dans de futurs épisodes. Mais on espère que d'ores et déjà, cela vous a permis de vous éclairer dessus. N'hésitez pas à partager cet épisode et le précédent si vous connaissez des gens que ça peut intéresser. Les lieux d'accueil des parents et des jeunes enfants existent. Ils ne sont pas légion, mais ils se développent tout de même depuis quelques années. Et ils participent modestement à bousculer notre regard collectif sur le bas âge et la petite enfance. Et en la matière, beaucoup reste à faire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. À bientôt et gardons nos lanternes allumées.